Bonjour à tous et bienvenue dans ce 13h, mardi 14 février. Voici les titres. Oyem, dans la ville d'Oyem, au nord du Gabon, plusieurs abribus ont été offerts aux populations par un fils de la localité. Initiative saluée par les habitants du Ouele 1. Vous le verrez dans ce journal. Concertation politique. La concertation politique qui s'est ouverte hier au palais du bord de mer connaît une mobilisation importante des hommes et femmes politiques du pays qui saluent cette initiative qui prône le Gabon d'abord. Et puis, Portugal, l'église catholique connaît un autre scandale lié à la pédocriminalité. Plus de 5000 personnes seraient des victimes de cette pratique déplorée par les habitants de Lisbonne. Vous le verrez. En ouverture hier au palais rénovation des travaux de la concertation politique. Cette cérémonie inaugurale a été dirigée par le chef de l'État, Ali Bongo Ondimba. Estelle Mvan, reportage. C'est en tant que garant de la stabilité du pays que le président de la République, Ali Bongo Ondimba, a fixé le cap des travaux de la concertation politique ce 13 février. Objectif, définir les bases de la préparation des scrutins à venir, à savoir la présidentielle, les législatives et les locales. En raison des délais constitutionnels prévus pour l'organisation des élections, je vous invite à focaliser vos échanges sur des questions exclusivement électorales. Pour cela, vous aurez un délai de 10 jours afin de permettre au gouvernement et au Parlement de traduire en loi, dans les délais impartis, les recommandations issues de vos travaux. En prenant part à ces assises, la classe politique dans son ensemble a des attentes précises. Pour sa part, le chef de l'État a proposé l'harmonisation de tout mandat électif. À l'orée de cette concertation, ma volonté est de faire évoluer cette démocratie. Aussi conviendra-t-il notamment d'harmoniser la durée des mandats politiques. Ainsi, le président de la République, le député, le sénateur, l'élu local auront tous désormais un mandat de 5 ans. Dans cette harmonisation et ce choix du quinquennat, notre pays gagnera en efficacité politique et apportera une touche de modernité dans son espace démocratique. Pour la suite des travaux, chaque camp politique, majorité opposition, sera représenté par 30 délégués, soit un total de 60 participants. Le but recherché par Ali Bongo Ondimba est d'améliorer le processus électoral national, renforcer la démocratie et parvenir à des élections apaisées. Cette cérémonie a connu une belle mobilisation des personnalités de la classe politique nationale. Pour tous, l'intérêt supérieur de la nation a prévalu pour leur adhésion à cette concertation présidentielle. Dans la salle d'apparat du palais présidentiel, 95 partis politiques sont représentés, ainsi que des personnalités du corps diplomatique, du gouvernement, des institutions et des confessions religieuses. Pour tous ici, l'intérêt supérieur de la nation a prévalu. Nous félicitons le chef de l'État. De la parole, il passe aux actes. 40 jours plus tard, nous sommes au début de la concertation. Nous félicitons vraiment tout ce qui est mis en place pour la sérénité et la paix, pour avoir des élections apaisées. De là, on exhorte les uns les autres à faire en sorte que l'intérêt général soit la priorité de tous pour le lendemain apaisé, puisque tel est l'objectif de ces assises. Je voudrais, en tant que citoyen, féliciter le président de la République, chef de l'État, pour cette heureuse initiative. Et en tant que président de l'Union pour la République, président également du bloc des partis gabonais du centre et candidat à la prochaine élection présidentielle, c'est une très bonne chose. La rencontre ouverte ce jour s'achève le 23 février prochain. 10 jours de concertation pour des propositions propices au perfectionnement du processus électoral. Je voudrais d'abord féliciter le chef de l'État pour avoir pris l'initiative de convoquer la classe politique nationale afin
d'organiser cette concertation nationale. Elle est absolument nécessaire et nous sommes partants. J'ai toujours dit que le recours permanent à la concertation est un signe de vitalité de la démocratie. Nous avons exprimé une demande, celle de revoir la loi électorale. Le chef de l'État nous en donne l'occasion. Maintenant, la balle est dans notre camp. C'est à nous de voir comment nous pouvons faire avancer nos propositions. C'est un tournant de la vie politique de notre pays. Moi qui suis du Rassemblement pour le Gabon, nous pensons que c'est une occasion que nous allons devoir présenter la vision que nous avons pour le Gabon afin de sortir du cycle infernal des contestations après chaque élection. Si le président de la République ce jour a annoncé la tenue prochaine d'une grande concertation avec la société civile et les organisations syndicales, la rencontre du palais présidentiel a connu une belle adhésion des principaux acteurs politiques du pays. Commander se prévoir, c'est une bonne chose. Le président de la République a anticipé sur les événements. Il s'agit là de se retrouver, de discuter, parler du pays et faire en sorte que notre pays continue à retrouver la stabilité qui est la sienne. Mais on espère que cette concertation se faisant avant l'élection, que ce sera la première et peut-être la dernière pour qu'on ne puisse plus revenir sur les mêmes choses. Je pense que tous les responsables des partis politiques sont venus aujourd'hui pour déjà mettre une trame de travail. Lorsque je vois les physionomies des uns et des autres, je crois que ça va bien se passer. Les gens attendent ça. C'est déjà une très bonne chose. À l'issue de la cérémonie, le président de la République a pris le temps d'échanger à tour de rôle avec chacun des acteurs politiques présents. Dans l'esprit de tous ici, en cette année électorale, il faut transcender les divergences. L'heure désormais est au dépassement de soi pour l'intérêt supérieur de la nation. Et puis, au cours de cette cérémonie de lancement des travaux de la concertation, Ali Bongo Ondimba a également annoncé la prochaine tenue d'une concertation qui verra cette fois-ci la participation de la société civile. Écoutons cet extrait. Les questions électorales ne nous font pas perdre de vue les questions économiques et sociales. Ainsi, aussi, ai-je instruit le gouvernement d'organiser dans les prochains jours une large concertation relative. Cette concertation, à laquelle participeront toutes les forces vives de la nation, permettra à chacune et à chacun de s'exprimer, d'être écouté, d'être entendu. Elle sera une occasion unique de faire respirer notre démocratie, de la revitaliser. En faisant preuve de sincérité, en étant constructif et en faisant valoir ses convictions et ses propositions, sans invective, sans outrance. Élu vendredi dernier à la tête du Centre gabonais des élections, Michel Stéphane Bonda a prêté serment devant la Cour constitutionnelle avec son bureau hier, avant d'être installé par le ministre de l'Intérieur, Lambert Noël Mata, au siège de l'Institut chargé d'organiser les scrutins politiques. Reportage. Après l'épisode de la Cour constitutionnelle, nous voici ici pour la phase finale de ce processus. Et c'est maintenant que commence la tâche qui est la vôtre. Vous avez la particularité d'être un nouveau bureau, même s'il y a quelques membres sortants qui ont été reconduits. Vous avez la particularité d'être un bureau qui va organiser 3 scrutins majeurs, à savoir l'élection du président de la République, l'élection des députés à l'Assemblée, l'élection des membres des conseils départementaux et l'élection des membres des conseils municipaux. C'est une grande première dans l'histoire des organes chargés d'administrer, de gérer les élections dans notre pays. Et comme l'a indiqué Madame la Présidente de la Cour constitutionnelle, vos attributions, vos tâches ne sont pas cloisonnées. C'est une tâche transversale. Le département de l'Intérieur, comme d'autres administrations, se feront fort de vous aider dans cette tâche qui se déroule en aval du processus électoral. Nous allons donc procéder officiellement
à l'installation des membres du bureau du Centre gabonais des élections, en commençant par le président qui a été élu, plébiscité par les membres du collège spécial le 10 février dernier et les membres qui ont été désignés par les différents camps politiques de notre pays, à savoir la majorité et l'opposition. Merci. Le président du Fonds patriotique gabonais, Gérard Elangema, a tenu un point de presse dimanche hier. C'était au siège du parti Cisa Sotega dans le 2e arrondissement de la commune de Libreville. Il s'est agi en outre de fustiger le rôle joué par le ministre de l'Intérieur dans le renouvellement du bureau du CGE. Il a également remis en question la crédibilité d'une certaine opposition. Reportage. La concertation initiée par la classe politique gabonaise va-t-elle accoucher d'une souris? L'on est tenté de répondre par l'affirmatif au regard du climat peu reluisant qui prévaut sur l'échiquier politique gabonais. Une incertitude qui vient d'être amplifiée par Gérard Elangema Mitoro, président du Fonds patriotique gabonais, qui fustige les ajustements du ministre de l'Intérieur. Je prends la parole pour attirer une fois encore l'attention des Gabonais sur l'attitude du ministre de l'Intérieur, Lambert Noël Mata, l'architecte de la fraude électorale qui se déploie avec la dernière énergie à diviser les Gabonais et à créer les conditions d'un climat d'instabilité dans notre pays. Parce que le ministre Noël Lambert Mata est bien conscient que ce sont les fraudes électorales qui ont été à l'origine des nombreuses crises post-électorales et de la déstabilisation des nombreux pays à travers le monde. Le président Gérard Elangema a profité de l'occasion pour remettre en question la crédibilité d'une certaine opposition. La PJ 41, c'est un groupement de partis politiques composé des partis politiques n'ayant pour la plupart aucun élu à l'Assemblée nationale, au Sénat et dans aucun conseil municipal ou départemental. Pour la grande majorité de ces partis, ils ne possèdent non plus des sièges dans lesquels ils peuvent organiser des réunions. Ils n'ont comme militants les seuls membres des bureaux directeurs. Pour la PJ 41, le président c'est M. Ly Gaston Maïla. Le parcours politique et la moralité de ce monsieur est connu de tous les Gabonais. On le considère comme le plus grand roublard politique. Aussi était-il question pour l'homme qui se dit de la troisième voie d'inviter la Cour constitutionnelle à prendre ses responsabilités quant aux futures échéances politiques. Mesdames et messieurs de la Cour, vous êtes coupables. Vous êtes coupables. Moi je vous le dis, vous ne pouvez pas être innocent comme vous voulez le faire croire. Ce n'est pas les campagnes de sensibilisation qui vont laver nos cerveaux. Face à la suspicion qui prévaut au sein de la classe politique gabonaise, le clergé ne doit-il pas peser de tout son poids pour emmener les uns et les autres à prioriser l'intérêt suprême de la nation? La question reste de mise. Éloi Njondo a fait sa rentrée politique le week-end écoulé dans son fief électoral 6 à la baie des Cochons dans le 3e arrondissement de la commune de Libreville. Une rentrée politique rehaussée par la présence du Premier ministre Alain-Claude Bilibinde. Reportage. Le 3e secrétaire général adjoint du Parti démocratique gabonais a marqué son retour sur la scène politique le week-end écoulé après plusieurs années d'absence. Un retour qui reste marqué par la dédicace de sa permanence politique qui s'est faite en présence des hiérarques du parti au pouvoir et une figure emblématique du PDG. Dans les Saintes Écritures ne nous recommande pas autre chose lorsque dans 1 Corinthiens 13, la parole de Dieu nous invite à nous aimer, sans hypocrisie, sans jalousie, sans fausse note, mais plutôt à être plein de bonté, plein de bonté. D'où le slogan de notre 12e congrès ordinaire de notre grand parti Renaissance pour un PDG uni et solidaire. Éloi Njondo a réitéré sa fidélité au parti en martelant sa volonté de continuer d'œuvrer pour le bien-être de ses concitoyens. Pour rendre un peu ce que cet arrondissement nous a donné de vie, nous nous engageons à écrire ensemble un nouveau chapitre de notre histoire commune. Et cela conforme aux recommandations de notre dernier congrès, le congrès de la Renaissance pour un PDG uni et solidaire. Prenant la parole à son tour, le Premier ministre, membre du parti, est, comme partout où il est passé, revenu sur le sens du triptyque du PDG. Ce pays nous appartient. Et pour le bâtir, il y a 3 piliers. Le patriotisme,
Vous ne pouvez pas construire un pays si vous ne l'aimez pas. La deuxième chose, le pragmatisme. On fait avec ce qu'on a. On ne fait pas avec ce qu'on voudrait avoir. La troisième chose, la proximité. Éloi Zondo est ce qu'il est, il n'oublie pas d'où il vient. Il est proche des siens, il est proche des gens. La proximité. Le troisième secrétaire général adjoint du PDG a mis les petits plats dans des grands pour marquer d'une forte empreinte son retour dans l'arène de cette période préélectorale. Célébration hier de la journée mondiale de la radio sous le thème Radio et paix. Les professionnels de cet outil de communication se sont exprimés sur le rôle et les missions de la radio en période de conflit. Jessica Ondjoa. Radio et paix comme thème a retenu l'attention de l'UNESCO à travers la journée internationale de la radio, dont le but est de mettre en relief les missions dans la construction et la consolidation de la paix. C'est aussi l'occasion d'évoquer toutes les œuvres de prévention des conflits, de la gestion et du maintien de la quiétude au sein d'une nation et bien plus des communautés. Et c'est grâce à nous que le monde écoute la radio, la population. On passe des jours et des nuits à faire des programmations, à donner l'envie à ces gens d'écouter la radio et d'écouter ces voix qui animent la radio. La radio et la paix, vraiment c'est un thème très important parce que on sait que dans les années passées, la radio, dans un pays de la place, a été le fléau d'un conflit qui a vraiment divisé un pays. Et aujourd'hui, la radio devient comme une plateforme pour réconcilier les populations, pour apporter la paix, demander aux populations d'être unies. Donc ce thème, vraiment, c'est très important parce que il faut savoir que la radio est écoutée très loin par les populations rurales, dans les provinces, dans les villages. Et c'est nous qui les apportons les nouvelles. Aujourd'hui, on bascule maintenant sur le numérique, la radio est maintenant sur Internet. Mais pour cette journée, je veux souhaiter une bonne fête à tous ceux qui exercent dans le métier de la radio. C'est un grand métier. Vraiment, il y a des gens qui ont construit leur vie avec. La radio et les autres médias du continent africain en général et des États en particulier, dont le Gabon, contribuent à jouer un rôle important dans la consolidation des notions de paix et d'unité nationale. Avec l'avènement du pluralisme médiatique, la radio aurait largement participé à installer les mécanismes de résolution pacifique. Le thème radio et paix m'évoque beaucoup de choses, mais plus principalement la puissance de la radio à travers le monde. Donc c'est un média ancien et c'est un média très puissant qui peut permettre de véhiculer des messages de paix, d'amour et d'unité à travers le monde. Donc la radio est une voix pour le peuple, est une voix aussi pour les journalistes, les chroniqueurs. Proclamé en 2011 par les États membres de l'UNESCO et adopté par l'Assemblée générale des Nations unies, la 12e édition de la Journée internationale de la radio démontre clairement l'importance de ce média aussi bien au niveau national qu'international. Justement, au sujet de cette journée mondiale de la radio, nous recevons sur ce plateau Jessica Ondjoa pour en parler. Jessica, bonjour. Bonjour. Alors Jessica, indépendamment du thème choisi par l'UNESCO cette année, notamment radio et paix, peut-on dire que la radio continue de jouer son rôle comme à sa création? Comme vous l'avez suivi dans ce reportage, la radio continue justement de jouer pleinement son rôle, celui de conscientiser, de construire, celui d'informer, d'éduquer, de divertir la population. Nous avons d'ailleurs eu l'occasion de faire le tour de certaines radios de la place. Il en ressort que les journalistes de ce média de communication travaillent dans des conditions assez difficiles, il faut le dire. Des conditions de travail, le matériel qui n'est plus... comment dirais-je, le matériel qui n'est plus... le manque de matériel, voilà. Le manque de matériel, il y a les problèmes de formation, le bâtiment également qui est assez vétuste. Et le problème majeur ici, c'est les arriérés de salaire. Ces journalistes qui travaillent ont un problème
dans ce sens qu'ils font souvent 5, 6, voire 1 an sans percevoir leur salaire. Mais c'est quand même difficile quand on sait que ces pères et mères de famille ne peuvent pas subvenir à leurs besoins et aux besoins des enfants. C'est pénible. On va dire que c'est une sorte de découragement aussi pour le corps de Ils sont beaucoup découragés, mais grâce à la passion qu'ils éprouvent pour le métier, ils viennent chaque jour, chaque matin, ils vont à la maison tardivement, mais ils sont là. Donc, c'est-à-dire que la radio continue justement de jouer son rôle. Alors, par rapport au contexte actuel, Jessica, comment la radio fait pour résister suite à l'arrivée des nouveaux médias? La radio est un média puissant, très puissant d'ailleurs, qui accompagne les auditeurs et auditrices tout au long de la journée. C'est alors l'idéal de proximité de ces hommes qui écoutent au quotidien la radio. Voilà. Donc, malgré l'arrivée des autres médias, notamment la télévision, Internet, la radio a encore gardé sa place. La radio a toute sa place. Les hommes et femmes de cet outil de communication mettent toujours leur amour. C'est grâce à la passion qu'ils éprouvent pour ce média que la radio continue d'émettre aujourd'hui. Alors, pour un mot de fin, pour terminer, quel est l'avenir de la radio? Quel est l'avenir de ce média aujourd'hui? Alors, selon les rapports internationaux, la radio reste l'un des médias les plus utilisés, sinon le média le plus fiable. Bel avenir pour la radio qui continue de faire voyager les auditeurs et auditrices. D'accord. Alors, merci beaucoup, Jessica Ondjoa, pour ces informations au sujet de la vie de la radio. Vous restez avec nous pour la suite de cette édition d'information. Nous faisons un cap à Oyem. Cette fois-ci, les habitants du village Wele, dans la province d'Ouelantem, pourront désormais attendre les voitures à l'abri des intempéries et du soleil. Des abribus ont été construits dans ce village. Un geste de Serge Ndong Obama, élu du canton. Il était accompagné du ministre de la Santé, Guy Patrick Obiang. Reportage. À cœur ouvert, il a tenu à dire merci au ministre de la Santé et fils de la localité pour son soutien et sa détermination à conjuguer le partage au pluriel. La preuve de la matérialisation de la politique prônée par le chef de l'État, Ali Bongo Ondimba. Vous êtes ici parce que, premièrement, vous êtes le seul ministre de notre département, donc le département du Wele, mais également vous êtes la première personnalité de notre parti politique, le Parti démocratique gabonais. La cérémonie de ce jour va nous conduire, comme l'ont dit les populations tout à l'heure, à la livraison des infrastructures que nous avons eu à installer sur cet axe routier. Et permettez-moi que je m'adresse à mes papas et à mes mamans en langue pour leur donner des instructions sur l'usage ou le bien fondé de ce don. Cet énième acte à l'endroit des populations est le fruit de la politique de partage. Femmes de la section Wele 1, nous remercions pour l'intérêt accordé ce jour pour l'inauguration des abribus qui constituent un signe de témoignage de votre affection à l'égard des populations du canton Wele en général et celles du Wele 1 en particulier. Nous vous promettons d'en faire bon usage. À cet acte louable, honorable député, nous vous disons Akiba, Abora. La dite cérémonie a eu lieu au village Vomayo 1. Le chef de canton a vu la présence de plus de 200 personnes. Cap à l'international, cette fois-ci, plus précisément au Portugal, où la publication du rapport d'une commission indépendante révélant qu'au moins 4815 mineurs ont été victimes de violences sexuelles au sein de l'Église
catholique portugaise depuis 1950 est une tâche de plus pour les chrétiens de ce pays du sud de l'Europe. Les membres de cette commission affirment avoir entendu plus de 500 témoignages l'année dernière. Les évêques portugais vont se réunir le 3 mars pour tirer des conclusions du rapport indépendant et annoncer des mesures concrètes pour empêcher la répétition de n'importe quel type de violence. À Lisbonne, la capitale du pays, les habitants se sont exprimés. Nous vous invitons à écouter ces extraits. C'est une honte. J'ai même du mal à en parler. Vous ne trouvez pas? C'est inadmissible. L'Église, qui pouvait imaginer? A minha opinião é que já vem tarde, não é? Mas realmente é difícil. Selon moi, ce rapport arrive trop tard. C'est difficile d'avoir une idée précise du nombre réel des victimes, car c'est logique. Les personnes ont honte, se cachent la tête dans le sable. Je ne connais aucun cas, mais d'après ceux qui sont dans le rapport de la commission, ils étaient nombreux. Je suis sûr que les personnes veulent oublier ce qui s'est passé. Cap au Togo, cette fois-ci, après 2 ans d'interdiction de rassemblement, l'opposition togolaise multiplie les meetings. Des partisans de l'Alliance nationale pour le changement se sont mobilisés en vue des élections législatives qui auront lieu cette année. Sidela Niman. Ils avaient dû s'armer de patience. Le parti d'opposition Alliance nationale pour le changement a organisé le 2e meeting de l'opposition dans la capitale Lomé, après 2 ans d'interdiction. Ce rassemblement visait à mobiliser les militants de ce parti, l'un des plus influents du pays, pour les élections législatives et régionales prévues cette année. Les rassemblements de l'opposition sont rares, ces manifestations étant souvent interdites depuis mars 2020, après la découverte du premier cas de Covid-19 dans le pays. Le rassemblement de l'ANC était l'occasion d'inciter ces centaines de militants à aller voter massivement. Un meeting de mobilisation. Vous avez dû constater que nous avons appelé également à aller s'inscrire sur les listes électorales lorsque le recensement sera lancé. C'est très important parce que nous avons appelé avant à ne pas aller s'inscrire. Beaucoup de nos électeurs ne sont pas inscrits. Donc il faut qu'ils aillent s'inscrire. Aucune date n'a encore été annoncée pour la tenue de ces élections, mais elles se tiendront cette année, avait affirmé le président togolais Faure Gnassingbé le 31 décembre dernier. Les principaux partis de l'opposition avaient boycotté les élections législatives de décembre 2018, dénonçant des irrégularités dans leur préparation. D'autres irrégularités relevées le 1er février dans un rapport de la Cour des comptes créent la polémique dans le pays. Il s'agit de la gestion du fonds destiné à combattre l'épidémie de coronavirus. Parmi les anomalies dans ce rapport, une dépense de 13 millions d'euros passée pour l'achat de 31 500 tonnes de riz par le ministère du Commerce, sans aucune trace de commande. L'opposition appelle le président à agir, voyant dans ce rapport la preuve d'un détournement de fonds publics. Le gouvernement a rejeté les allégations de malversation, affirmant que les dépenses sont conformes, régulières et sincères. Le président Faure Gnassingbé est arrivé au pouvoir en 2005, après le décès de son père, le général Gnassingbé Eyadema. Il a été réélu lors de scrutins qui ont tous été contestés par l'opposition. Et puis, en sport, le championnat de basket section minime de la Ligue de l'Estuaire se jouait ce week-end écoulé du côté du complexe sportif de Sotega. Préparer l'élite du basketball gabonais pour cette ligue, cette élite passe par la formation rigoureuse de cette jeunesse passionnée par cette discipline sportive. Herman Malaga, Moussavou. La 3e journée du championnat de basket U15 de la Ligue de l'Estuaire se jouait ce week-end au complexe sportif de Sogatra. Le vice-président de cette ligue, Yannick Olimbo Diouf, en charge des compétitions et de la planification, apprécie le niveau des jeunes basketteurs. Il y a clairement du potentiel, Ces jeunes ont du talent et ne demandent qu'à être encadrés. Et c'est la raison pour laquelle nous nous sommes battus et nous nous battons jusqu'à présent pour pouvoir leur offrir un cadre de jeu et d'épanouissement. Et les clubs également jouent un rôle très important. Il faut noter qu'on fait partie quand même des rares ligues à avoir des catégories minimes. En dessous de la catégorie minimum, on a une catégorie
en Benjamin. Donc on est vraiment dans une dynamique où on veut repartir à la base, la formation, étoffer la base pour permettre à ces jeunes-là de commencer la pratique du basketball le plus tôt possible pour arriver à maturité et nous offrir un spectacle de qualité lorsqu'ils seront en senior. Comme on a pu le constater dans les années 2000 avec effectivement Fabrice Nollet, Lassim Stéphane et Marius Asumuka. La problématique de l'accompagnement de la Ligue a également été évoquée. On se bat pour trouver des partenaires. On en a déjà quelques-uns qui nous suivent. C'est pas suffisant. On continue d'en chercher. D'ailleurs, cette semaine, on a fait un peu le tour de quelques opérateurs économiques de la place. Nous avons présenté notre projet. Il faut savoir que la Ligue de basketball de l'Estuaire, c'est 28 matchs de basketball qui sont joués chaque semaine entre vendredi et dimanche. 28 matchs de basketball qui rassemblent plus de 650 personnes par semaine. Donc c'est 650 personnes, 650 jeunes en majorité que l'on tient loin de l'oisiveté durant ces week-ends-là. Nous, ce qu'on demande derrière, c'est juste à être aidés, que les opérateurs économiques, que les entités, les institutions nous aident à les accompagner, à faire en sorte que ces jeunes s'épanouissent. Sur le plan technique, il y a encore beaucoup de choses à améliorer. Bon, en ce moment, je tiens à rappeler que ce sont les cadets. Et donc les cadets, c'est un groupe en formation. Donc on a encore beaucoup de déchets. Mais bon, on essaie d'améliorer au fur et à mesure que les enfants jouent. Entraînement, match, on essaie d'améliorer et gommer un peu toutes les coquilles que nous rencontrons. L'un des jeunes athlètes revient sur l'un des obstacles à braver afin d'être plus ou moins performant sur le parquet. Pendant les matchs, souvent c'est vraiment stressant, mais il faut chasser la peur et pour bien jouer. Mais sinon, au début, quand tu es nouveau, c'est d'abord stressant. Mais après, ça passe quand tu es sur le terrain. L'objectif visé par la Ligue de basket de l'Estuaire est d'accompagner ces jeunes dans leur formation, dans l'optique de produire des élites du basket gabonais. Et c'est la fin de cette édition d'information. Merci de l'avoir suivi. Excellente suite de programme sur TV+.